Bonjour Karen. Quels conseils aimeriez-vous donner aux entreprises qui souhaitent se lancer dans le développement de mesures visant l'articulation des temps de vie en entreprise? Alors aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent se lancer dans une démarche pour intégrer des mesures d'articulation des temps de vie en entreprise à leur politique de ressources humaines, il faut déjà qu'ils s'interrogent sur le pourquoi. Finalement, quels sont les enjeux pour ces entreprises et pourquoi elles s'interrogent maintenant pour intégrer cette dimension-là? Alors on peut se dire, c'est peut-être pour répondre à une question réglementaire par rapport à la loi égalité professionnelle homme-femme, par exemple. Mais ça peut être aussi réfléchir au plafond de verre et se dire que finalement, si on attire moins de femmes entre la tranche 30-40 ans, c'est parce qu'on a un souci d'articulation des temps de vie et qu'il y a une forte culture du présentéisme, par exemple. Ça peut être aussi penser aux fins de carrière. Le fait d'aménager les fins de carrière pour les seniors peut être un plus en termes de capitalisation sur les compétences dans l'entreprise. Ça peut être aussi évidemment attirer les nouvelles recrues, puisqu'il est compliqué dans certains secteurs d'activité et sur certains postes d'attirer les jeunes diplômés. Et puis d'améliorer évidemment la performance globale. Donc ça c'est le premier point, vraiment réfléchir aux enjeux. Pourquoi on se lance ? Ensuite, l'idée, c'est de faire un audit. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de culture organisationnelle? Dans quelle situation on se trouve pour pouvoir partir d'un état et pouvoir implanter des mesures vraiment adaptées à l'entreprise et ne pas mettre en place des mesures gadgets comme on peut le voir dans certaines entreprises. Pouvez-vous préciser exactement ce que vous entendez par audit organisationnel? Donc, un audit de la culture organisationnelle, c'est-à-dire s'interroger, est-ce qu'on a une culture où il faut travailler longtemps, donc la culture du présentéisme? Est-ce que c'est une culture de l'argent? Est-ce qu'on est plus dans une culture orientée travail ou famille? Ou une culture complètement incompréhensive sur ces thèmes-là? Et une culture des exigences de travail. Après avoir identifié, donc au travers de cet audit culturel, l'idée c'est aussi d'identifier les conditions de réussite. Comme dans tout projet, il faut évidemment que la direction de l'entreprise soit exemplaire et très impliquée sur cette thématique-là, en impliquant bien évidemment les partenaires sociaux et les salariés qui sont les premiers concernés, en faisant des enquêtes très ciblées pour vraiment connaître les attentes des salariés et surtout, évidemment, beaucoup communiquer, être sur le terrain, car souvent les salariés ne sont pas au courant de ces mesures. Récemment, j'avais posé la question à Jean-Marie Champigny, je vous la pose également à vous aujourd'hui. Pensez-vous qu'il existe un modèle social à suivre au niveau international? Alors quand je parlais de s'inspirer des pratiques à l'international, effectivement, l'idée c'est pas de se dire dans tel pays c'est mieux que dans un autre. Pour l'avoir expliqué lors du dernier colloque Maman Travail, la première journée des mères actives le 9 février, il n'y a pas un pays où c'est mieux que l'autre. Encore une fois, il y a la culture du pays, il y a l'historique, il y a la place que fait ce pays à la famille et à l'enfant. Et en fonction de chaque pays, c'est différent. Donc un modèle social, non, je ne peux pas répondre à la question. La France, il faut vraiment qu'elle avance avec son existant pour aller vers des pratiques qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie au travail. On l'a vu ces derniers temps, la société a vraiment fait irruption dans l'entreprise. On a vu le stress, par exemple, qui est apparu énormément au niveau des médias, les risques psychosociaux, les suicides en entreprise. Le sujet aussi des personnes en situation de handicap qui interviennent au niveau des recrutements, la problématique des seniors, donc l'aménagement des fins de carrière. Donc tout ça doit normalement s'inscrire au sein de l'entreprise française et s'articuler au mieux au niveau social de l'entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de bonnes pratiques à l'international? Alors concernant les bonnes pratiques à l'international, j'aime bien en fait donner un exemple d'un hôtel qui se trouve donc en Suède, une chaîne d'hôtels en Suède, qui a identifié que finalement les salariés masculins, la majorité des salariés masculins étaient des salariés divorcés. Et eux avaient une vraie problématique puisqu'ils avaient la garde de leurs enfants une semaine sur deux
Et du coup, ils voulaient vraiment adapter leurs horaires de travail par rapport à cette garde de leurs enfants. Et donc cette chaîne d'hôtels a mis en place une mesure favorable pour ces salariés en leur permettant de quitter plus tôt en fait, leur travail une semaine sur 2 et rattraper les horaires la deuxième semaine. Donc ça, c'est une pratique en termes d'horaire de travail. Vous avez Microsoft qui a tenté une expérience le mois dernier. Microsoft a demandé aux salariés le 8 février de faire du télétravail. Donc l'ensemble des salariés devaient rester donc, chez eux pour faire du télétravail et voir un petit peu l'impact que ça pouvait avoir en termes de productivité, sachant que cette expérience va être suivie dans le temps avec un intranet pour justement suivre le temps gagné en transport par exemple et en temps de réunion pour voir justement où est la productivité quand on télétravaille au moins une journée par semaine. Donc ça c'est une pratique aussi intéressante. Après vous avez des pratiques qui ne sont pas très développées en France comme le poste partagé, le job sharing, notamment aux États-Unis, où vous avez pour un même poste 2 personnes donc, qui travaillent en binôme. Donc l'idée c'est de se partager ce poste et évidemment d'être très raccord, on va dire, au fur et à mesure du temps pour exercer ce travail. Merci Karen. Pour terminer, vous venez de lancer une étude intitulée « Articulation des temps de vie en entreprise, panorama dans le secteur du conseil ». J'ai envie de vous poser la question suivante. Pourquoi avoir choisi ce secteur et quelles sont vos constatations ? Alors c'est vrai que le secteur du conseil est un secteur intéressant à étudier en termes d'articulation des temps de vie, puisque les rythmes de vie sont intenses. Un consultant, il n'est pas rare de voir un consultant en fait travailler plus de 70 heures par semaine, ce qui est énorme. Donc une charge de travail très importante, des déplacements très fréquents. Comment lui peut s'organiser au quotidien. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu lancer une étude l'année dernière dans le secteur du conseil pour mieux comprendre en fait la politique des ressources humaines dans ces entreprises-là. Donc j'ai interviewé 10 DRH qui se sont prêtés au jeu pour voir avec eux quelles étaient les mesures d'articulation des temps de vie dans leur cabinet. Donc ça va de Accenture à Ernst & Young, en passant par Deloitte les plus connus, et puis des plus petits comme IDRH et Kia et Partners par exemple, en termes de taille en fait, d'effectifs de ces cabinets-là. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement ce secteur d'activité a dû s'adapter en fait au nouvel environnement de travail, aux nouvelles demandes de la génération Y, donc les trentenaires clairement. Et évidemment, une problématique toujours de recrutement, donc attirer les meilleurs, sachant que les diplômés s'orientent un petit peu moins vers le secteur du conseil dû à ces contraintes importantes. Donc quand j'ai interviewé ces DRH, effectivement, depuis 2-3 ans, ils ont mis en place des mesures pour justement éviter le plafond de verre, par exemple, pour les femmes, mais surtout éviter le stress, les risques psychosociaux aussi en entreprise et favoriser une meilleure qualité de vie au travail. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de bonnes pratiques ? Par exemple, un cabinet de conseil a mis en place des parcours choisis. Alors qu'est-ce qu'un parcours choisi ? C'est un salarié, un consultant qui décide à un moment donné, pendant 1 an, de faire une pause professionnelle. C'est-à-dire, pendant 1 an, il n'a pas forcément envie de voyager dans le monde entier et souhaite rester au niveau de son domicile, pas très loin de son domicile, pour pouvoir soit faire des activités associatives, sportives, voire s'occuper de ses enfants. Il peut aussi être sur des missions moins stressantes, donc moins en première ligne, on va dire, avec les clients, et comme ça adapter son rythme de vie et vraiment s'impliquer pleinement dans ses activités hors travail, en fait. Donc ça, c'est une mesure que je trouvais intéressante. Après, vous avez beaucoup de mesures, évidemment, orientées sur le télétravail, où il y a des entreprises qui ont signé un accord sur le télétravail avec des avenants pour les salariés. Donc ça, ce qui permet évidemment d'être beaucoup plus flexible en termes de temps de travail. Et puis après, vous allez retrouver des mesures plus financières, comme par exemple les chèques CESU pour faire garder ses enfants, pour payer des heures de ménage, ou bien
des crèches en entreprise. Donc certaines entreprises ont fait le choix de mettre en place des crèches, voire de réserver près du domicile des parents des places en crèche d'entreprise. Ensuite, vous avez aussi la rémunération du congé paternité à 100%, ce qui est très apprécié des salariés masculins. Et puis, pour finir, toutes les mesures en fait, qui sont liées au fait de bien se sentir en fait, au travail. Donc ça va être par exemple l'organisation d'une journée de la famille en entreprise où les enfants sont invités dans l'entreprise pour mieux connaître par exemple le travail de leurs parents, ce qui permet d'éviter un peu l'angoisse des enfants sur le travail des parents. Merci Karen d'avoir participé à notre émission et merci à tous de suivre CLTV, la web TV du blog Contribution Libre. À très bientôt.